Regardez bien ces deux cartes. C'est exactement la même carte, donc même numéro, même série, même rareté, etc. Même carte, mais je vous laisse regarder et me dire si vous voyez une différence. Vous en êtes peut-être déjà rendu compte, mais les couleurs sont vraiment très différentes. J'étais en train de préparer une commande d'un client, donc qui m'a commandé ce Noctali V, et j'en ai deux. Donc j'en ai deux, je sors les deux pour préparer la commande, je me suis dit bon je vais en prendre une au hasard, et là je m'arrête 2 secondes, je regarde les cartes, et je me dis, il y a vraiment un truc étrange. Je vois que les couleurs sont complètement différentes, et là je me dis, ok, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que j'ai un de mes deux Noctali qui est une fausse carte? Du coup j'ai commencé à regarder les cartes beaucoup plus en détail, et surtout comment elles étaient imprimées. Et au-delà de la question de savoir si c'est une vraie ou une fausse, j'ai trouvé un sujet beaucoup plus intéressant qui m'a fait me poser pas mal de questions sur la manière dont on authentifie les cartes et surtout, qu'est-ce qui fait aujourd'hui une belle carte Pokémon? Comme j'ai vu la grosse différence entre les couleurs, j'ai tout de suite commencé à regarder tout ce qu'on peut vérifier pour authentifier une carte. Donc sur mes deux cartes, j'ai comparé. D'abord j'ai comparé la référence, j'ai comparé la typographie au niveau des écritures, la texture aussi des cartes, le foil pour voir comment il réagissait, j'ai comparé les versos aussi, l'apparition des petits caractères et surtout de la partie copyright Pokémon, et la partie stamp Pokémon. Et ça, c'est peut-être un élément que vous ne connaissiez pas, mais pour les cartes chinoises simplifiées, on a ce stamp qui vient authentifier les cartes. Donc c'est un stamp qui est déposé au niveau de l'impression à la fabrication des cartes, et c'est quelque chose qu'on retrouve uniquement sur les cartes authentiques. C'est quelque chose qui est très difficile à reproduire puisqu'il est fait en relief et il est vraiment caché. Et c'est même Pokémon Chine eux-mêmes qui expliquent qu'ils mettent ce stamp pour essayer de combattre justement tout ce qui est contrefaçon. Vous le savez sûrement autant que moi, mais ça ne veut pas forcément dire que dès qu'on a un stamp, on est sur une vraie carte. Il faut regarder l'ensemble, et c'est un peu ce que j'ai fait moi dans ma comparaison entre ces cartes-là, mais c'est un élément clé qui permet d'authentifier une carte Pokémon chinoise. Et justement, ce qui m'a rassuré quand j'ai comparé ces deux cartes-là, eh bien c'est l'ensemble. C'est pas seulement la présence du stamp Pokémon qui est là sur les deux cartes, mais c'est plutôt de voir que les deux cartes, elles sont réellement en phase, elles racontent la même histoire au niveau de leur fabrication. On retrouve la même texture sur les deux, qui suit d'ailleurs les mêmes courbes sur les deux en fonction de l'illustration. On voit que le foil réagit de la même manière. Les petits caractères sont bien définis. Le verso aussi ne présente aucun défaut, pareil au niveau de la texture de la carte. Donc globalement, quand on recroise tous ces éléments d'une carte authentique, on arrive à se dire qu'on est bien sur deux cartes qui sont des vraies cartes. Mais du coup, on en revient à ma question de base, qui est d'où provient cette différence de couleur et pourquoi elle est aussi prononcée? Alors vu les quantités qui sont imprimées chaque année par Pokémon, on pourrait penser que l'imprimerie, c'est un process majoritairement numérique. On a un fichier d'impression, on l'envoie dans une machine, et on balance ça sur des planches, et on finit par avoir finalement des centaines de milliers de cartes qui ont toutes un process identique et puis surtout des résultats identiques. Alors vous le savez comme moi, c'est pas le cas, c'est bien pour ça qu'existe le principe de la gradation, entre autres, justement, c'est pour venir contrôler un petit peu ce process et surtout ce résultat fini au niveau de l'imprimerie, parce que l'imprimerie reste avant tout un process physique. L'imprimerie physique, ça suit un process qui est répandu un petit peu partout au niveau de l'imprimerie, qui est le process CMJN. Plus qu'un process finalement, ce sont les profils couleurs qui sont utilisés et qui sont mélangés pour pouvoir donner le résultat final. CMJN qui correspond à cyan, magenta, jaune, noir. Donc c'est le process d'imprimerie basique. Si vous avez déjà remplacé des cartouches d'imprimante, souvent justement vous auriez vu que on n'a pas des cartouches rouge, vert, bleu comme on peut utiliser par exemple le RVB quand on fait de l'édition digitale. Là sur de l'imprimerie physique, on est sur vraiment ces couleurs cyan, magenta, jaune, noir, et c'est le mélange de ces couleurs et des différentes couches qui sont apposées et l'ordre dans lequel elles sont apposées qui va faire qu'on retrouve un résultat final avec des mélanges, des nuances et les couleurs qu'on veut obtenir. Et il faut savoir que justement, il n'y a pas que des paramètres de couleurs, c'est des paramètres de densité des couleurs qui sont apposés sur les cartes qui vont pouvoir varier. Donc il suffit qu'on ait une couche qui ait une densité un petit peu différente du paramètre qu'on avait rentré, et on va se retrouver avec des couleurs finalement différentes sur tout le rendu de la carte. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous imaginez bien qu'il n'y a pas que la couleur qui joue. Là j'ai parlé de couleur, j'ai parlé de densité, il y a aussi tout un tas d'autres réglages qui interviennent au moment de l'impression. Justement, comme je disais, c'est un process qui est physique, et donc il y a beaucoup de parties mouvantes au niveau de ces impressions et des paramètres qui sont rentrés. Alors du coup, comme on parle de couleurs différentes, on pourrait se dire, finalement, l'une pourrait venir d'un batch et l'autre d'un autre batch d'impression, et donc sur deux tirages d'impression différents, il y a eu des paramètres différents qui ont varié légèrement, qui ont fait que on a des couleurs en sortie qui sont différentes. Par contre, c'est pas quelque chose pour lequel on a des preuves physiques. Là, pour le coup, on peut ne faire que des suppositions. C'est pas moi qui vais pouvoir vous dire que celle-ci vient d'un tirage spécifique et celle-ci d'un autre tirage, et qu'entre ces tirages, justement, il y a eu des conditions de paramètres apposées au niveau de l'impression qui ont fait
que ces couleurs ont varié. Ici, dans notre cas, on peut évidemment constater la différence d'impression. On peut aussi se renseigner sur les différents paramètres qui peuvent créer ce genre de différence, mais on ne pourra jamais affirmer exactement ce qui s'est passé pour ces cartes-là en particulier. Sur une carte comme ce Nocta Livet, en plus, on ne regarde pas que l'impression, puisqu'on est sur une carte foil, qui vient aussi beaucoup jouer sur le rendu couleur. Et je parle de foil, mais évidemment, il n'y a pas que ça, il y a aussi la texture en elle-même qui va venir jouer, le reflet de la lumière dessus, et plein d'autres paramètres. Toutes ces interactions font que, même au niveau du foil et du rendu brillant de la carte, si vous voyez quand on incline un petit peu la carte, tout de suite, on a des reflets qui sont complètement différents d'une carte à l'autre. Alors, je précise aussi que quand on a des cartes comme ça qui tendent à différer un petit peu au niveau de leur rendu, on va très facilement les qualifier de misprint. Là, pour le coup, je pense pas qu'on puisse réellement qualifier ça d'un misprint, on est juste sur une différence d'impression qui a donné un rendu couleur différent. Il faut aussi essayer de ne pas confondre. Misprint, pour le coup, on a des caractéristiques officielles, en tout cas, qui sont référencées par les entreprises de gradation, qui permettent de qualifier une carte de misprint. On a CGC, par exemple, qui vient apposer des caractéristiques comme le manque d'encre pour déterminer une misprint, comme le manque d'une couche couleur, donc une couche d'impression, ou bien des vraies erreurs beaucoup plus caractérisées, comme par exemple un miscut, où on va avoir une partie de la carte qui déborde finalement, et donc on n'a pas coupé la carte selon le cadre défini. Donc ici, pour moi, on n'est pas réellement non plus sur un misprint, on est juste sur une variance d'impression. Du coup, on en vient à se poser la question. Là, on est sur une carte qui est réelle, qui est authentique, qui a une variance d'impression, et donc les couleurs diffèrent. Est-ce qu'on peut du coup réellement utiliser la couleur comme une preuve d'authenticité d'une carte? On pourrait se dire que là, pour le coup, on a une preuve que la couleur ne vient pas jouer sur l'authenticité d'une carte. Alors encore une fois, pour moi, ça demande de rentrer un petit peu dans le détail au cas par cas. Si vous connaissez très bien une carte et que vous l'avez en tête ou que vous l'avez déjà vue plusieurs fois et que tout d'un coup vous en voyez une qui a des couleurs complètement différentes ou alors complètement, on va dire, qui sortent du cadre officiel de la carte ou de ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, évidemment, ça met la puce à l'oreille, il faut se poser la question. Mais pour moi, si on parle vraiment uniquement de la couleur, il faut que ça déclenche une vérification, pas forcément une conclusion sur l'authenticité de la carte. Une couleur différente, ça peut évidemment venir d'une contrefaçon, mais ça pourrait aussi venir d'un problème d'UV, par exemple, une surexposition, du foil, qui a peut-être été mal apposé sur la carte, ça peut venir d'un problème d'encre, ou d'une encre trop vieille justement, d'une erreur d'impression, comme c'est peut-être le cas ici, ça peut être un vieillissement de la carte. Si vous voyez une photo de la carte, ça peut aussi être tout simplement l'éclairage au moment de la prise de la photo. Donc finalement, il peut y avoir tout un tas de raisons qui font qu'une carte va avoir une couleur différente. Et ce qui complique encore plus la chose, c'est qu'aujourd'hui, les contrefaçons sont vraiment de plus en plus sophistiquées. Par exemple, pour reprendre CGC comme exemple, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, ils vont aller jusqu'à analyser l'encre qui est apposée sur la carte, la réflexion UV et infrarouge de la carte, et ils vont même aller jusqu'à vérifier la structure microscopique de la carte. Donc même pour les vérifications professionnelles, ça s'arrête pas à juste est-ce qu'on est sur la bonne nuance de bleu ou de rouge sur cette carte-là, ça va beaucoup plus loin que ça. Pour le coup, si on prend notre exemple, comment moi j'ai fait pour vérifier que cette carte, c'est une carte authentique? Alors déjà, pour commencer avec le plus évident, est-ce qu'on est bien sur le bon nom de la carte? Est-ce qu'on est bien sur la bonne rareté, le bon numéro de carte? Et est-ce que tout simplement la référence de la carte existe? Ensuite, on va venir vérifier la carte physiquement au niveau de sa texture et de sa surface. Donc vérifier justement est-ce que le foil est le bon, est-ce qu'on n'est pas sur un foil justement qui ne devrait pas exister pour cette carte. Si j'avais une grosse Pokéball en plein milieu, je saurais que c'est pas une vraie par exemple. Est-ce qu'on a bien la bonne texture aussi, donc est-ce que la texture suit l'illustration? Alors en fonction des cartes, mais la plupart du temps pour les cartes japonaises ou chinoises, on va avoir des textures qui viennent mettre en valeur un Pokémon ou un élément dans la carte et qui vont suivre un petit peu l'illustration. En général, c'est fait exprès. Donc, vous pouvez aussi vérifier ça, si la texture suit bien l'illustration de la carte. Les caractères, évidemment, plus les caractères sont petits, plus ils sont durs à reproduire finalement, donc vous pouvez venir vérifier les petits caractères, donc notamment les textes d'attaque des cartes, et puis surtout les caractères que vous allez retrouver en bas, notamment le copyright Pokémon, pour voir si ces lettres sont vraiment nettes et précises. Dans le cas des cartes chinoises simplifiées, évidemment, vous allez aussi vérifier le stamp, maintenant vous le savez si vous ne le saviez pas avant, mais on va avoir sur toutes les cartes holo ce stamp Pokémon qui est présent en bas à gauche de la carte. Évidemment, vérification du verso, alors ça peut être très parlant, comme par exemple si j'avais un verso japonais sur une carte chinoise, on saurait que c'est pas la bonne, mais au moins le verso, la définition pareil au niveau des caractères un petit peu, les couleurs, on sait que souvent il y a des cartes fausses qui tendent à avoir des couleurs beaucoup plus saturées finalement
que les vraies cartes, donc des bleus par exemple très saturés, des rouges très saturés. Donc ça c'est quelque chose qui peut mettre la puce à l'oreille. Encore une fois, c'est un élément parmi tous les autres que je vous ai présentés. La texture du papier aussi, alors on sait que pour certaines cartes, la lumière doit passer au travers, pour d'autres non. Donc notamment pour les cartes françaises et anglaises, si je dis pas de bêtises, il ne faut pas que la lumière passe au travers, alors que pour les cartes japonaises et chinoises, la lumière peut passer au travers. Donc ça pareil, si vous pouvez constater l'inverse, ça veut sûrement dire que vous êtes sur une matière ou un papier qui n'est pas le papier officiel utilisé pour l'impression des cartes. Et puis globalement, on va dire qu'en plus de tous ces éléments-là, il y a aussi un peu le caractère, on va dire l'ensemble de la carte. Je pense qu'il y a une sensibilité à un moment donné qu'on développe, un petit feeling qu'on développe aussi à force de voir des cartes authentiques, qui nous permet aussi de nous aider dans l'identification et l'authentification d'une carte. Donc il faut aussi regarder, par exemple, si vous n'avez pas forcément la texture qui suit parfaitement l'illustration, eh bien est-ce que le reste de l'ensemble vous paraît cohérent et vous fait penser que ça pourrait être une carte chinoise officielle. Il y a aussi un autre élément très intéressant que ça a soulevé pour moi, c'est la question de la gradation. Donc imaginons, j'envoie ces deux cartes chez n'importe quel gradeur, donc CGC, ça peut être Pure Grading, que je salue, ça peut être Collectora, peu importe. J'envoie les deux cartes, j'ai un 10 sur les deux cartes. Du coup, on a deux cartes qui sont gradées comme étant, on va dire, parfaites ou en tout cas très proches de la perfection. Ça voudrait dire qu'on est sur deux cartes notées 10 sur 10, mais qui ne sont pas identiques. Et donc ça m'a rappelé un petit peu pas mal de collectionneurs qui vont justement aller comparer, même regarder les cartes gradées et qui cherchent à avoir des cartes les plus proches des 10 existants. Mais du coup, ça voudrait dire que deux cartes 10 doivent être le plus identiques possible. Et là, on est sur un cas où ça ne le sera pas, du coup. On va avoir deux cartes qui sont visiblement très différentes au niveau d'impression, mais qui pourraient potentiellement toutes les deux avoir un 10. Comme je le disais, il y a toujours un peu de mou. On sait que même chez PSA, il peut avoir une PSA 10 qui a un petit défaut. Si le petit défaut n'affecte pas l'impression générale et que au global, la moyenne est très élevée sur la carte, eh bien on pourrait avoir un 10 sur une carte qui garde un petit défaut. Pour le coup, même si les deux cartes avaient un 10, étant donné qu'elles ne sont pas identiques, on pourrait avoir des préférences entre ces deux cartes. Et c'est pour moi là qu'est tout le sujet, finalement. Et c'est ça qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est qu'on en revient finalement un petit peu à la raison pour laquelle on collectionne les cartes Pokémon. La carte Pokémon, ça reste un objet physique. On a aujourd'hui des process d'impression qui cherchent un peu la répétabilité, qui font en sorte d'avoir une image conforme et qui soit identique sur toutes les impressions. Et finalement, c'est jamais vraiment le cas. Par rapport à l'impression souhaitée, on va donc pouvoir avoir des différences, des petites différences. Certaines différences vont être des défauts et vont être vraiment identifiées comme étant des erreurs. Et puis d'autres, finalement, vont être des variations qu'on a eues dans un process physique et qui, selon moi, vont participer aussi, reviens là toi, vont participer au charme de la carte finalement. Alors évidemment, il ne faut pas tomber dans l'excès et se dire tous les défauts sont bons finalement, ça rend ma carte différente des autres, etc. C'est pas forcément le sujet. Le but, c'est pas de se dire que si la carte finalement elle a une vraie erreur d'impression ou qu'elle est toute dégueulasse, c'est super. Non, c'est pas le but. Mais par contre, ça rappelle qu'on collectionne quand même des objets physiques qui ont tous des différences et que finalement, c'est pas si bête que ça de se dire qu'on pourrait avoir une préférence pour une carte plutôt qu'une autre, alors que c'est censé être la même. On pourrait avoir la même carte, même numéro, même Pokémon, même illustration, et puis se dire que finalement, celle-ci a un feeling différent, et elle nous attire beaucoup plus que l'autre. Pour moi, ça remet aussi un petit peu en question la partie grading. Le grading, c'est très bien, surtout à la base, parce que ça permet de protéger les cartes. On a toute une économie finalement qui s'est développée autour de ça, mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à la note. Il ne faut pas que ça remplace totalement nos critères de jugement et surtout nos critères de préférence d'une carte à l'autre. Il ne faut pas qu'on se dise celle-ci est un 10, elle est forcément mieux que celle-ci qui est un 9, alors que finalement la 9 pourrait avoir des nuances différentes au niveau des couleurs, au niveau de la texture, qui ferait qu'on la trouverait beaucoup plus jolie finalement que celle qui est techniquement mieux imprimée. Demain, si j'envoyais les deux cartes et que les deux elles revenaient en 10, je pense que pour moi, je préférerais toujours celle-là. Je trouve que les tons un petit peu plus violets, un petit peu plus sombres, correspondent bien avec le thème de Noctali et avec la nuit noire qu'on voit en fond. Quelqu'un d'autre, par exemple, pourrait se dire moi je préfère celle-là parce qu'elle est un petit peu plus jaune, un petit peu plus chaude, et je trouve que ça met en avant la lumière dans la carte et la partie ambiance de la ruelle. Donc au final, on a deux exemplaires de la même carte et qui a des couleurs différentes. Et finalement, tout ce qu'on a pu utiliser pour vérifier l'authenticité de la carte va dans le sens d'une carte authentique dans les deux cas. On ne peut que faire des suppositions. Moi, je ne pourrais pas vous expliquer exactement ce qui s'est passé au niveau de l'impression ou avant ou après pour donner ce rendu différent. Mais justement, pour moi, c'est ça qui a rendu le cas hyper intéressant. Et du coup, j'aimerais finir là-dessus parce que je suis super curieux. Quelle est votre carte préférée entre les deux?
Est-ce que c'est la Noctali un peu plus sombre, un peu plus violette? Ou bien est-ce que c'est la Noctali un petit peu plus chaude, un petit peu plus jaune? Pour moi, la violette, comme je le disais, a un contraste intéressant par rapport à la nuit et à l'ambiance. Et la jaune, je trouve qu'elle a une ville finalement un petit peu plus réaliste avec cette lumière jaune qui enrobe un petit peu les Pokémon et qui la rend un petit peu plus mystérieuse. Donc dites-moi ça en commentaire et surtout si vous-même vous avez des cartes qui sont identiques, les mêmes cartes finalement en plusieurs exemplaires et que vous avez comme ça des différences de couleurs ou de textures, n'hésitez pas à m'envoyer des photos, m'envoyer des messages, me montrer les différences, me dire lesquelles vous préférez, pourquoi. Je pense que ça peut être un débat intéressant et je suis très curieux de voir jusqu'où peuvent aller finalement les différences sur des cartes qui sont authentiques. J'ai aussi préparé un article un petit peu plus détaillé si ça vous intéresse, qui rentre un peu dans le détail justement de l'authentification des cartes, des éléments qui sont apportés par Pokémon Chine et sur l'authentification en général, on va dire, des cartes Pokémon chinoises. Je vous mets le lien en description, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à rester à l'affût dans la nature des cartes, même si c'est des cartes que vous avez déjà. Je vous invite à vraiment comparer des exemplaires similaires et voir si vous tombez sur des cartes qui ont des différences, lesquelles vous préférez, et peut-être même des cartes que vous avez déjà, que vous pourriez recroiser et qui vous donneront un feeling un peu plus fort que vous préféreriez finalement à celles que vous avez déjà dans votre collection. Donc n'hésitez pas à me faire un retour là-dessus, et je vous dis dans tous les cas à très bientôt sur tengucards.com. Salut!